Et salut à tous, salut tout le monde, on revient pour les talks. Enfin, après des vacances bien méritées. Salut Karim Hassan, comment ça va? Bonjour, et bah écoute, ça va très bien, et toi? Tranquille, tranquille. Alors on va reprendre là pour la rentrée. On va essayer de changer un peu de sujet. Enfin, pas essayer puisqu'on va le faire. On change, on change. On va parler de sujets un peu plus culturels et pour parler de ce sujet, on va un peu, on va pas encore parler de ce sujet en particulier. On va peut-être d'abord présenter Jonathan. Bonjour Jonathan. Hello. Bonjour à tous et merci Alors, pour l'invitation. ah bah, de rien, ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir. Hein. Alors ça, faut savoir que Thomas s'est quand même battu pour chercher un Ah bah intervenant, oui. donc il était très content que Ah bah. tu sois disponible. Non, mais quand je vais annoncer le sujet, j'aurai des choses à dire. J'ai eu des mésaventures. Alors du coup, Jonathan, est-ce que tu peux te présenter, mais sans parler du sujet, hein. Il faut qu'il reste secret. Et dans le titre. Ah ouais, non, Bravo, bien joué. Donc bonjour à tous, je m'appelle Jonathan et je suis donc enseignant d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis dans un collège de Stein, au collège Ok. Joliot-Curie. Ok, très bien. Et du coup, pour parler de ce sujet-là, orienté histoire plus que géo finalement, nous avons choisi le thème des manuels d'histoire de demain. Et manuel d'histoire de demain, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. J'ai lancé ce sujet-là. À la base, c'était un sujet que je voulais sortir pour début août. Hein. Mais Ouais, c'était un peu ric-rac. Début juillet, je crois. Même début juillet, ouais. Problème Et de j'ai recul. sorti. Bah, c'est ça. Alors, j'ai cherché partout. Je me suis inscrit dans des forums Discord de spécialistes d'histoire. Et mon sujet à la base, c'était pas les manuels d'histoire de demain, c'était les manuels d'histoire en 2050. Et quand j'ai Erreur. posé cette question, Madame Irma, ils lui une ont dit. communauté de rageux. Ah bah là, c'était full rageux. Ils me disent, mais comment tu peux prédire l'avenir? L'avenir, c'est un enfoiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Imagine, il y a une guerre mondiale en 2032. Comment tu peux savoir ce qui sera en manuel? Enfin bref, je me suis fait totalement. Ils ont pas compris Voilà, ils ont la pas bonne compris volonté. le sujet. Mais c'est vrai que le manuel d'histoire en 2050 est peut-être un peu mal choisi. Mais les manuels d'histoire de demain, déjà, ça ouvre les perspectives, mais ça le restreint aussi. Donc c'est très bien parce que demain sera toujours demain, et aujourd'hui, demain, ça sera demain. Mais demain, ça sera aujourd'hui. Mais voilà, demain sera toujours demain, et il arrivera forcément un moment où on sera en 2050 et ça sera plus demain. Tu nous as dit la merde. Tu nous as fait un peu de bordel, là, un peu. Ouais, c'est exactement ça. Et 1 plus 1 égale 11, voilà, exactement. On conclut là-dessus. Mais en fait, Tonal, ce qu'il faut surtout dire, c'est que toi, ton objectif, si j'ai bien compris, c'est pas de savoir les événements qui vont se passer et qui seront historiques. Parce que ça, on peut pas le savoir, de toute manière. Mais par contre, c'est plutôt de savoir les événements passés qui, avec du recul, vont rentrer dans les manuels. C'est bien ça. Mais c'est ça, les événements passés, même les événements présents. Même si on n'a pas suffisamment de recul avec le Covid, on peut se poser des questions. Est-ce que ça pourrait rentrer dans les manuels de l'histoire? Est-ce qu'on écrira le ou la Covid dans les manuels d'histoire? Oui, il y a ça aussi. C'est une vraie question. Exactement. Moi, je pose les vrais bails, direct, les gars. Mais c'est vrai. Mais voilà. Du coup, c'est vrai que là tu arrives sur le premier point. Du coup, Clément, parce que quand on va parler du manuel d'histoire de demain, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est que le manuel d'histoire d'hier et d'aujourd'hui. Comment les manuels d'histoire sont faits aujourd'hui, pourquoi telle ou telle date se retrouve dans les manuels d'histoire aujourd'hui, et comment on imaginait, ou peut-être comment était fait l'histoire avant. Donc là, du coup, ça peut être plutôt une question pour toi, Jonathan. Comment c'est fait aujourd'hui? Alors, comment était fait un manuel d'histoire hier? Comment est fait un manuel d'histoire aujourd'hui? Donc déjà, avant de savoir ça, il faut savoir ce qu'est un manuel d'histoire, en fait. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, un manuel d'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'interprétation d'un programme scolaire. Et un programme scolaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une décision politique, c'est la loi. D'accord? Un professeur, il doit respecter un programme scolaire qui est la loi. Et les manuels, ils sont influencés donc ils interprètent, ils proposent une interprétation de ces programmes scolaires. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il y a une question à se poser aussi, je trouve,
pour comprendre comment les manuels scolaires ont évolué, c'est le lien entre le manuel scolaire d'histoire et la discipline historique. Les historiens universitaires qui font leurs travaux, parce qu'il y a un lien. Et en fait, dans l'histoire des manuels scolaires, on va dire qu'il y a 2 phases, si on simplifie. Hein. Il y a une première phase, donc c'est le début de la Troisième République. On est à la fin du 19e siècle. Et là, très clairement, il n'y a pas de lien entre les manuels scolaires et les historiens universitaires. Pourquoi ? Parce que le but des manuels scolaires à l'époque, dans cette Troisième République qui naît, c'est pas de sensibiliser les jeunes écoliers à la méthode de l'histoire, mais à en faire des Français patriotes, nationalistes avant tout. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de lien avec les historiens qui avaient une méthode historique, parce que le but c'était pas ça. Est-ce que c'est le début du roman national à ce niveau-là, ou est-ce que c'est arrivé un peu avant ? C'est exactement à ce moment-là, enfin, oui, c'est à ce moment-là, au 19e siècle, que remonte justement ce qu'on appelle le roman national, parce que c'est ce qu'on retrouvait dans ces manuels qui n'étaient pas vraiment des manuels d'histoire dans la méthode, mais vraiment une sorte de catéchisme un peu républicain, et l'histoire, c'était plus de la légende, du mythe, que de la vraie histoire faite correctement, on va dire. Ouais. D'accord. Et ensuite, justement, donc, il y a une deuxième phase dans ce lien entre manuel scolaire et la discipline historique. C'est à partir du XXe siècle, là, les manuels scolaires vont commencer à retranscrire la méthode historique. D'accord. Mais c'est à partir, il y a un événement qui fait ça, genre après Vichy, par exemple, où c'est vraiment petit à petit l'influence des historiens a fait que petit à petit on a délaissé le roman national pour une réalité beaucoup plus historique. Oui, ça se fait plutôt petit à petit. Ça se fait petit à petit parce que dès le XXe siècle, il y a des manuels scolaires justement qui vont reprendre ce qu'on appelle la méthode historique. C'est-à-dire que leur but sera vraiment de sensibiliser les écoliers à comment on fait l'histoire. D'accord, et pas à retranscrire une espèce de mythologie nationaliste qui n'est pas fondée factuellement parlant, on va dire. D'accord, ouais. Et en fait, si vous voulez, je pense que si on devait faire une chronologie, justement, maintenant qu'on a dit tout ça, des manuels scolaires, pour moi, il y aurait 3 phases. Il y aurait une première phase, donc cette période de la Troisième République. Donc, je vais vous présenter un manuel scolaire qui était très connu à cette époque, justement. Donc, là, la Troisième République, c'est là où on est dans le roman national, justement, où il n'y a pas de méthode historique dans l'histoire qui est enseignée. Ensuite, il y a une deuxième phase qui va une longue phase, qui va des années 1900 aux années 1980, et une troisième phase à partir de 1980. D'accord. Et pour moi, à chaque phase, les manuels scolaires ont leurs caractéristiques spécifiques. D'accord ? Donc, je vais commencer par la première période. C'est la période donc, de la Troisième République. Et dans cette Troisième République, à la fin du 19e siècle, il y a un manuel qui est emblématique. C'est ce que l'on appelle le Petit Lavis, du nom de Ernest Lavis. Donc un spécialiste d'histoire, notamment d'histoire de la Prusse, qui a rédigé le manuel, qu'ont étudié des générations et des générations d'écoliers de l'école primaire. Ça allait même, donc il a écrit cet ouvrage à la fin du 19e siècle, mais cet ouvrage a été utilisé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc ça vraiment, il y a sans aucune influence avec le gouvernement de la Troisième République du coup. Si quand même, oui. Parce que comme je vous le dis, un manuel scolaire, c'est toujours en lien avec un programme, avec une volonté politique, toujours. D'accord. Donc après, au 19e siècle, il n'y avait pas de programme scolaire aussi détaillé que des programmes scolaires. Il y avait, disons, des grandes orientations, mais il y a bien une décision politique derrière tout ça.
Mais on est bien d'accord. Attends, parce que du coup, pendant la Troisième République, finalement, il y avait essentiellement que des gens de droite. Enfin, la gauche n'existait peut-être pas à cette époque-là, mais et pour qu'il y ait une forte reconnaissance de l'histoire de France et qu'il y ait une création du roman national, ça devait être des gens plutôt de droite, je dirais quand même. Alors aujourd'hui, on relie cet attachement à l'histoire de la France à la droite. Oui. À l'époque, pas forcément. À l'époque, pourquoi justement? Mais c'est intéressant parce que ça nous amène un peu dans ce contexte de début de la Troisième République qui a été compliqué. Pourquoi on a voulu un roman national? C'est pas une question de droite, c'est une question que on est dans une période de montée des nationalismes. En 1870, la France subit une défaite cuisante contre la Prusse, et ensuite, juste après, l'année d'après, on a donc l'État allemand qui se met en place. Donc face à cette Europe des nations, voilà, il faut affirmer le sentiment national en France. Alors, on a souri juste parce que il y a un message dans le chat. Alors c'est Twitch, hein, tout n'est pas sérieux, hein, bien sûr, étant donné que James Braddock nous demande si Manuel Valls est-il un manuel de demain. Voilà. Non, lui c'est un manuel du passé, mais dans le passé très loin. Et lui c'est un manuel espagnol en plus. Voilà. Catalan. Bon, voilà. Petit aparté, on veut continuer. Et donc, dans ce contexte, justement, c'est dans ce contexte donc qu'est créé ce Petit Lavis d'Ernest Lavis, et qui a vraiment, c'est ce livre qu'on a appelé le roman national. Ce livre proposait justement un récit de l'histoire de France. Et dans le fond, comment il était constitué ce manuel? C'était pas justement une histoire avec, comme on va la faire aujourd'hui de manière méthodique, c'est-à-dire que les faits qu'on va avancer, ils vont être sourcés, on va lier les informations entre elles, on va confronter les sources. Il y a toute une méthode en histoire. Là, non. Là, c'était pas du tout le sujet. Voilà, dans le Petit Lavis. Voilà, c'était la création de la mythologie. Mais du coup, c'est ça. Donc c'est une succession en fait d'anecdotes. Ce livre, ce manuel, une succession d'anecdotes, de récits un petit peu à l'aspect un petit peu légendaire, mythique, voilà. Mais il y a quoi comme récit? Genre, est-ce que je sais pas moi, est-ce que Jeanne d'Arc est issue du roman national ou l'image qu'on s'en fait? Jeanne d'Arc. Napoléon, peut-être pas Napoléon, c'est peut-être un peu trop récent Napoléon, mais je sais pas, il y a quoi comme type d'événement dans ce roman national qui aujourd'hui persiste et signe encore, quoi? En fait, c'est un peu dans ce Ernest Lavis qu'on retrouve un peu des images d'Épinal, finalement, de l'histoire de France. Les Gaulois, on les retrouve dans le Lavis. Il y a une partie du Lavis qui est un peu surréaliste, où il fait la description d'un Gaulois, mais alors qu'il n'a pas de source. Et donc il le décrit un peu comme il a envie de le décrire, quoi. Donc le Lavis, c'était un peu ça. Et je vous dis, c'est un catéchisme. Les écoliers l'apprenaient par cœur. C'était la légende. Il y a même une historienne, parce que j'ai bien aimé sa formule, Mona Ozouf, qui a utilisé pour parler du Petit Lavis de l'expression le petit livre rouge de la République. C'était tout à fait ça en fait, parce que finalement c'était très idéologique, hein, comme peut l'être le petit livre rouge. Karl Marx. Je trouvais que c'était bien trouvé et que ça décrivait bien finalement l'objectif de ce manuel scolaire de cette période. Oui. Donc là voilà, c'est la première phase pour moi des manuels scolaires. Jusqu'à quand? De ce que j'avais pu trouver, le Lavis avait été utilisé jusque presque la Seconde Guerre mondiale, dans les écoles primaires. Dans les écoles primaires. Ok. Donc ensuite, j'en viens à une deuxième phase. C'est la phase qui va des années 1900 aux années 1980 et qui est marquée par une autre série de manuels de référence. C'est pas cette fois le Lavis. C'est ce qu'on appelle les Mallet-Isaac, du nom des deux auteurs, Mallet et Isaac. Isaac, pardon. Et là, il y a, avec ces manuels, donc ça, c'était des manuels qui étaient destinés au collège et au lycée. D'accord. D'accord ? Parce que
comme je vous l'ai dit avant, finalement, à l'école primaire, on continue quand même d'utiliser le Lavis pendant un moment du XXe siècle. Et donc, quels sont les changements par rapport au manuel du Lavis avec ces manuels-là? Alors, déjà, les auteurs, leur but premier, c'est pas de transmettre une histoire nationale un peu mythique, c'est avant tout quand même d'initier les élèves à la méthode historique, c'est-à-dire à comment faire de l'histoire. Donc là, justement, dans ces livres, ils utilisent des sources qui sont en histoire une preuve qu'on va utiliser pour faire un récit historique. Donc là, il y aura des sources. Dans n'importe quel essai ou n'importe quelle étude, quoi. Il faut des sources partout. Voilà, c'était pas le cas dans le Lavis. Oui. Voilà, donc, mais ça semble évident aujourd'hui, mais c'est vrai que ça ne l'était pas. Et pourtant, je vous ai parlé tout à l'heure du lien entre manuel scolaire et avancée de la discipline historique. En soi, la discipline historique, déjà, dès le 19e siècle, commençait à utiliser les sources. Dès la fin du 19e siècle, il y a ce qui s'appelle l'école méthodique, l'école méthodique, justement, qui prône l'utilisation des sources en histoire et le fait de vouloir chercher la vérité historique, telle qu'elle était, pas telle qu'on la veut. Mais vous voyez, ça influence les manuels plus tard, avec le Mallet et Isaac. Donc dans ces manuels, voilà, on va retrouver des sources, et dans la méthode aussi, il va y avoir une confrontation des points de vue. Ça, c'est de la méthode historique. Si on veut bien étudier une période, un événement, on ne peut pas regarder que un point de vue, que le témoignage d'une personne qui est pour l'événement et pas le témoignage. C'est ça aussi la méthode historique. Ça, on le retrouve dans ces manuels Mallet et Isaac. Mais est-ce que le but profond de ces manuels-là n'était pas de déconstruire le roman national? Ils étaient là juste parce que déjà c'était pas au même niveau scolaire, mais le but du jeu de ces manuels-là, ce n'était pas de dire on vient pas tous des Gaulois, quoi. Le but de ces bouquins-là n'était pas ça. Enfin, alors, de déconstruire cette idée-là qui a été développée par les manuels Lavis. Alors, c'était pas clairement la visée, clairement prônée, mais oui, la visée était beaucoup moins nationaliste, et même, je pense que Isaac voulait très clairement sortir de cette visée nationaliste, parce que justement, là j'ai une citation de lui sur justement sa pensée par rapport à ces manuels et à sa vision de l'histoire. Donc la citation, c'est la suivante: la vérité historique n'a pas de patrie, ne porte pas d'écharpe tricolore. Donc là, c'est en une phrase, on a tout un programme de ce qu'est l'histoire finalement, de la part d'Isaac. Donc oui, il n'est pas pour une histoire nationaliste. Lui, il veut faire de la vraie histoire, vraiment analyser le passé et vraiment avoir une connaissance du passé. Après, c'est compliqué, moi aussi, je trouve. Alors, forcément, le roman national, c'est un axe ultra important aujourd'hui, et beaucoup de gens, c'est un sujet que je prépare pour plus tard. Mais tout ce roman national et toute la destruction du roman national qui est en train d'arriver là actuellement grâce aux réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Enfin bref, aujourd'hui, le roman national est encore très présent, je trouve, et c'est pas évident non plus d'enseigner des choses qui sont contraires, qui sont pas contraires au roman national, mais qui sont contraires à l'image de la France qu'on a. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais forcément, moi j'ai vu. Je vois ce que tu veux dire, mais je serais totalement contre. Mais même on a eu un débat avant là sur Napoléon, et moi aujourd'hui, moi j'ai vu plein de trucs sur Napoléon, et Napoléon, je sais que sur certains côtés c'est un salaud et qu'il a fait beaucoup de choses méchantes. Mais voilà, il est aussi très important pour la France et pour l'Europe. Oui. Et pour moi, il devrait être. Est-ce qu'il devrait être... Alors oui, c'était plus un débat sur. Je sais pas si les Anglais
qu'il est important pour l'Europe, hein, mais Oui, mais quand même... parce qu'après, bon, les Anglais, c'est. Bon. Mais, tous les pays qui ont été dominés par Napoléon, ça n'a pas laissé. Les Espagnols qui se sont battus contre Napoléon, le fameux tableau de Francisco Goya, hein, 13 des Maillots, je pense pas qu'ils ont apprécié la domination française. Bon. Mais non, mais après, parce que derrière, il y a aussi des choses qui ont été apportées par le Code civil, ce genre de choses aussi, pour les Espagnols, pour les Italiens, pour les Allemands, pour tout ça. Les Anglais, eux, ils se sont jamais fait bouffer par Napoléon, donc ils n'ont pas. Vous êtes parti du sujet initial. Oui, pardon, on est parti du sujet. On va revenir. Alors, c'est vrai. Non, mais voilà, moi, ce que je voulais dire, je pense qu'il est très compliqué aujourd'hui de se défaire de cette image. C'est plutôt déconstruire des stéréotypes qu'on peut installer. Le stéréotype, voilà, de l'histoire de France. Alors, à l'école, cette déconstruction dans les manuels scolaires, elle se fait quand même depuis très longtemps. Hein. Donc, c'est pas récent du tout, hein, cette déconstruction du roman national. On s'en défait totalement. Et pourquoi s'en défait-on? Parce que le roman national, comme je viens de vous l'expliquer finalement, c'est quoi le roman national? C'est une histoire qui est totalement biaisée. C'est une histoire qui ne correspond pas à la réalité historique. Quel est le but de l'historien? C'est pas de faire des mythes, c'est pas de rédiger une légende, c'est d'analyser le passé. C'est pas de le juger, d'avoir un jugement de valeur, c'est de l'analyser. Oui. C'est d'analyser la complexité des sociétés passées. Le roman national, il n'y a aucune complexité. Non, il n'y a aucune complexité. Le but, voilà, c'est vraiment d'essayer de... Et du coup, on n'approche pas le passé tel qu'il était. Donc, ça n'a aucun intérêt sur le plan historique. Moi, je suis prof d'histoire. Ma motivation, c'est pas d'inculquer une légende à mes élèves. Mais... Sinon, ils lisent l'Iliade et l'Odyssée et puis ça fait le taf. Bah, exactement. et tout à fait. Et d'ailleurs, on les incite à faire la distinction entre ce qui relève du mythe et ce qui relève du récit et de la vérité. Prenons plutôt l'exemple, par exemple, des Gaulois ou même de l'origine de la civilisation française, on va dire, quand on va parler d'histoire, ou même si c'est pour parler d'Europe, on prend les Gaulois, pour moi, sont encore très imprégnés, Vercingétorix, toute l'histoire. Mais est-ce que tout ça, finalement tout ça qui me semble être issu du roman national, est-ce que aujourd'hui il y a encore intérêt à être enseigné en partant du principe que finalement les Gaulois, c'est pas, il y a pas que des Gaulois, c'est un ensemble de peuples celtes, que finalement on doit avoir 1% de sang gaulois dans les veines, et que ça ne représente pas l'origine de la civilisation française aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on a un réel intérêt encore à enseigner cette partie d'histoire-là, même si ça peut être aussi l'origine de l'Europe, ou en tout cas de l'Europe occidentale? Alors moi j'allais dire qu'il y a un truc qui est fortement lié quand même à ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas forcément uniquement l'enseignement qui a été fait par le passé, il y a aussi la culture populaire, les médias et tout. Enfin, l'image des Gaulois, que tu le veuilles ou non, il y a plein de biais qui sont instaurés par Astérix et Obélix, par exemple. Tu vois, et par d'autres choses. Quand on pense à l'histoire de Rome, il y a plein de biais sur les gladiateurs qui sont inspirés des films et des séries et des machins, et qui amènent les gens à avoir une image qui est faussée, malgré qu'on apprend les vraies infos en cours ou à l'école. Je veux dire, moi, je pense que assez tôt, alors je sais plus quand est-ce qu'on commence à travailler les religions, je sais plus si c'est au collège ou au lycée. Dès la 6e, c'est là où on va distinguer le mythe. On nous dit très rapidement que Jésus c'était sûrement une personne de couleur, mais ça n'empêche que dans la culture populaire, jamais il sera représenté noir ou foncé. Jamais, en fait. Oui, alors après, là c'est un combat à mener justement. Il faudrait peut-être qu'il y ait plus de vulgarisation dans les médias, qu'il y ait plus de support qui sensibilise le public de manière générale à cette histoire qui n'est pas une histoire, voilà, parce que justement le problème, donc je reviens sur la première question, donc l'intérêt d'enseigner les Gaulois, alors on peut enseigner les Gaulois, mais après c'est comme tout objet d'étude, ça dépend ce qu'on va faire de cet objet d'étude.
Si on utilise les Gaulois pour dire nos ancêtres c'est les Gaulois, ça n'a aucun intérêt parce qu'en plus, mais tous les historiens vont vraiment vont se mettre sur la table et crier parce que parce que en plus historiquement ça n'a aucun sens, justement parce qu'on veut essayer de comprendre le passé, ben ça nous permet pas de comprendre et d'analyser correctement le passé, de dire ça, parce que le peuple français, qu'est-ce qu'il est fait? Il est fait de plein d'origines différentes, de plein de peuples différents. Il n'y a pas eu que les Gaulois, et avant les Gaulois, il y avait bien d'autres gens. Le problème, en fait, de ce roman national et de ce type d'analyse, nos ancêtres les Gaulois, c'est qu'on est sur une analyse quand même très fixiste de l'histoire, qui est un peu dangereuse déjà, sur le plan idéologique, et qui, en plus, nie toutes les interactions que les peuples ont entre eux. Une culture, elle ne se fait jamais fermée. La culture française, comme toutes les cultures du monde, elles se font par des interactions avec d'autres cultures. Oui. Donc il n'y a pas de choses fixes dans l'histoire. C'est pour ça que le roman national, voilà, il faut, et que ça fait des années qu'on le déconstruit. Mais on est bien d'accord que les Gaulois aujourd'hui sont toujours enseignés. Ah, mais après, au moins l'Alésia et Vercingétorix, et peut-être la romanisation de la partie gauloise, quoi. Ah mais là c'est autre chose, parce que là c'est un autre sujet, et c'est comme je disais, ce qui compte, oui, c'est pas parce que je dis qu'il faut pas dire que les Gaulois sont nos ancêtres qu'il faut éradiquer les Gaulois de l'enseignement de l'histoire, mais c'est l'étudier autrement. Ouais. D'accord. Oui. Comme un peuple qui était dans l'actuelle France, parce que dans notre France, les Gaulois c'était qu'une partie. Oui, non, mais oui. C'est pas tout. Et justement, comme tu le dis, il y a une partie qui a été... alors, c'est surtout la partie méditerranéenne qui a été très romanisée. D'accord ? Et là, on a vu justement un type de culture particulier naître entre justement les influences romaines et les influences gauloises. Ça, oui. Mais après, derrière, on peut débattre aussi de... sur l'aspect, oui, que ces gens-là étaient sur le territoire aujourd'hui français, même si les territoires, ça reste que des lignes sur des cartes. Et on peut même aller jusqu'à chez Clovis. Enfin, Clovis aussi n'est pas l'origine de la France non plus, tu vois. C'est aussi ça. Et je sais pas si Clovis aussi est issu du roman national. Mais là-dessus, je peux comprendre pourquoi on enseigne les Gaulois et Vercingétorix parce que ça a amené la romanisation. Je peux comprendre pourquoi on traite de Clovis parce que ça a amené à quasiment la monarchie et la monarchie absolue. Enfin, le fait qu'une personnalité soit divine, soit le représentant de Dieu sur terre, etc. Que c'est la première personne qui ait fait ça, en tout cas. Et je comprends tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a encore très marqué le fait que les Gaulois sont les ancêtres, que les Gaulois sont les ancêtres des Français et que Clovis c'est le premier roi de France. Oui, mais alors mais c'est pareil, ça pas dans les manuels scolaires. Vous ne trouverez pas ça dans les manuels scolaires justement. Mais c'est ce que je disais. Hein, le problème, c'est que oui, peut-être que cette histoire qu'on enseigne dans les manuels scolaires, qui est beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup plus complexe sur le plan intellectuel finalement. Ben, peut-être que oui, il faudrait faire en sorte qu'elle soit plus médiatisée. D'accord. C'est sûr. Oui, non, mais effectivement. Il y a des émissions, je sais pas, sur YouTube, à la télé, de vulgarisation. Sur Twitch. Sur Karen Hassan. Exemple, placement, publicité. C'est voulu. Peut-être. D'accord. Okay, en tout cas, ce dont tu me parles hein, en tant que roman national, ça ne se trouve absolument plus dans les manuels. D'accord, ça n'est plus dans les manuels. Et vous voyez, ces manuels dont je vous parlais justement, donc dès le début du XXe siècle, là, le Mallet et Isaac, vous voyez déjà, il commençait à sortir et à aller plus sur une méthodologie vraiment historique. Voilà, le roman national, c'est vraiment à replacer dans ce contexte du 19e siècle. Face aux autres nations qui émergent en Europe, il fallait créer un fort sentiment national. Voilà, surtout que les débuts de la Troisième République, c'est quand même compliqué, hein, d'accord, parce qu'il y avait encore des royalistes très puissants. Puis c'est une république qui naît sur une défaite, donc c'est une France faible qui se construit en république. Donc il faut essayer de souder, à l'époque, il faut essayer de souder une nation. D'où le roman national.
mais ça, donc il faut replacer vraiment ça dans son contexte. Aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt Oui, de non, mais sortir oui. toutes ces légendes, tous ces mythes. Bon, Et autre voilà. petite question, Mm. mais en plus je m'étais promis de pas parler de roman national ce soir, mais ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que d'autres pays d'Europe ou du monde ont eu la même initiative justement d'essayer de glorifier un peu leur histoire nationale à eux? Je ne sais pas moi, Oui. l'Espagne ou l'Angleterre. Bah, oui, tout à fait. La Russie récemment, hein, Oui, oui. Bah, parce que quand j'ai fait tous mes les études, pays où il y a j'avais eu des une... dictatures aussi, j'imagine. Hein. Comment? Dès qu'une dictature s'installe dans un pays, elle essaye souvent, ça fait partie des étapes de réécrire l'histoire. Hein. Tout à fait. Donc, Enfin, c'est exactement ça. Il y a depuis pas tout à l'heure, on longtemps, dit que c'est la République qui a créé le roman national. Tu es en train de dire que la Oui. Troisième République est une dictature? bah, il y avait, bah, dans ces faits-là, c'est des faits qui sont mais aujourd'hui, pour le assimilables. coup, c'est des dictatures, oui, qui vont quand Oui, même c'est ça. réécrire leur histoire. Donc, Ou voilà, même mais leur vous voyez, présent donc, en Corée du nous, Nord. Oui. dès le début du XXe siècle, donc il y a un début, donc on commence à sortir progressivement de ça. Et donc, ces manuels du début du XXe siècle, le Mallet et Isaac, ils avaient donc une autre particularité, donc c'est l'organisation. Et ça, c'est intéressant de voir comment ils étaient organisés en termes de période étudiée. Parce qu'on va voir qu'après, il y a vraiment un changement dans la préférence des périodes étudiées. Donc là, donc j'ai la liste devant moi. Déjà, 6e, 5e, c'était la Grèce et Rome. Donc l'Antiquité, on le faisait sur 2 ans. Ah oui, d'accord. Oui. Ensuite, la classe de 4e, le Moyen-Âge. L'âge classique, la 3e. Et le volume de seconde, c'était les révolutions. Donc on est au 19e siècle. Et ensuite, pour la première, la naissance du monde moderne. Ah ouais. Donc, vous voyez, il y a quand même, en fait, tout ce qui est époque contemporaine, finalement, à l'époque, c'était un petit peu de la seconde et un petit peu de la première. Avant, il n'y avait rien du tout. Non, mais c'est surtout que c'était ultra classé. Parce que moi, j'ai l'impression que dans les manuels d'histoire du collège, on reprend un petit peu de la période d'avant. Enfin, on va faire un peu de Grèce antique en 6e, un peu de parcimonie comme ça, et puis on refait un peu la même chose en rajoutant encore des petites subtilités. Alors que là, c'est très cadré. Alors, quoi. et là, c'est le deuxième élément. En effet, oui, et ça, c'est un autre changement que tu évoques aussi, tout à fait. C'est que là, en fait, oui, il y avait une chronologie qui partait de la 6e et qui allait jusqu'au lycée. Et alors qu'aujourd'hui, en effet, au collège, on voit toutes les périodes de l'histoire, et ensuite au lycée, on les revoit toutes. Ouais. Et au lycée, on approfondit ce qui a été vu en fait au collège. Et donc tout ça pour vous dire que on peut passer maintenant à la 3e partie finalement, à la 3e phase. Donc, après les années 80. J'ai dit depuis les années 80 on va dire. Donc quels sont les changements? Bon, déjà on a des manuels qui sont moins denses parce que les manuels Mallet et Isaac c'était quand même des bons pavés parce que c'était très riche en texte, il y avait beaucoup de textes. C'est des ouvrages qui sont plus innovants sur le plan pédagogique. Parce qu'avant, le Isaac et Mallet, ça allait être plutôt le support du professeur qui faisait un petit peu son cours en mode magistral, on va dire. Donc sur le plan pédagogique, aujourd'hui, on trouverait ça quand même très désuet. Et la répartition des périodes qui change. Mais ça, c'est lié au programme, parce que les programmes ont changé, hein, du coup. Et aujourd'hui, en effet, il y a une prédominance. Il y a une prédominance enseignée du 19e siècle aussi. Il s'est passé beaucoup de choses au 20e siècle, je veux dire. Il s'est passé quand même beaucoup de choses au 20e siècle. Oui. Et tout à fait. Et il y a une prédominance bien marquée de l'époque contemporaine. Très clairement, au collège, l'époque contemporaine, c'est pratiquement toute la 4e et la 3e. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, presque la moitié. On n'y était pas avant. Hein. Ah bah oui, non mais c'est clair. Et parce que du coup, tu rajoutes lycée... la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide. Et en 1980, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, tu l'avais déjà. Et tu avais déjà le début de la Guerre froide.
Oui, mais du coup, tu l'enseignes en 1980. C'est du Oui. contenu que tu rajoutes en plus, qui Oui. sont aussi des événements très informans historiquement. Oui, alors il y a ça, hein. Il y a le fait qu'il y a des événements qui sont survenus, mais il y a aussi qu'il y a un goût plus prononcé pour l'histoire contemporaine. Parce qu'il faut savoir que l'histoire contemporaine, pendant un long moment du XXe siècle, hein, chez les historiens, elle était assez boudée. Ah oui. Les historiens, oui, les gens et même le public préféraient l'histoire médiévale, l'histoire moderne. Et il y a eu des premiers exemples de vulgarisation à la télé hein, dans les années 70-80. Et il y a un historien qui était très connu, bah, c'était Jacques Le Goff, qui était un médiéviste. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc c'est assez récent hein, cet engouement pour l'histoire contemporaine aussi. On a perdu Thomas là. Avec le chat, ça perdu, parce que mon chat était en train de twerker, mais j'ai tout entendu. Et twerker au bord de la fenêtre, ça me fait moins rire. Et enfin, il y a une dernière chose sur ces manuels scolaires, c'est qu'ils sont, parce qu'ils suivent les thématiques du programme scolaire, hein, c'est que aujourd'hui dans le programme scolaire, il y a une approche assez réflexive de l'histoire autour de grandes thématiques. La puissance, la domination des États, la mondialisation. Donc, les manuels scolaires comme les programmes vont être beaucoup organisés autour aussi de ces thématiques. C'est l'autre différence qu'il y a. Donc, j'espère que j'ai été assez clair sur ces trois phases de manuels scolaires. Moi, monsieur, j'ai une question. Est-ce que les manuels scolaires... Alors là c'est peut-être une question un peu comme ça. Je ne sais pas si tu auras la réponse. Mais parce que du coup, le manuel... l'histoire du XXe siècle est quand même... c'est quand même deux camps, c'est les gentils et les méchants. Enfin, disons, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est soit le bloc de l'Est, soit le bloc de l'Ouest. Est-ce que les manuels d'histoire, parce que la France était quand même plutôt le bloc de l'Ouest et donnait toujours les Américains comme les gentils et les Russes comme les méchants, est-ce que dans le bloc de l'Est, c'était enseigné différemment? Je sais pas si tu vois la question. Si tu l'histoire de la guerre froide... L'histoire de la guerre froide ou même l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes, remarque, ils étaient gentils à la fin, mais les Russes, plutôt la guerre froide du coup. Oui. Ça, je ne saurais pas pour l'histoire de la guerre froide. Je sais que la Seconde Guerre mondiale, forcément, il y a une fierté, il y avait une fierté soviétique par rapport à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils ont quand même repoussé les nazis. Donc ça, forcément, ils l'ont bien narré dans leur manuel scolaire et ont fait une sorte de roman national autour de ça. D'accord. Ok. Du coup, hyper intéressant. Moi, je m'attendais pas du coup à ce qu'on fasse un retour en arrière, mais du coup, c'est parfait. En fait, ça permet de bien mettre le contexte. Moi, je parle avec les viewers hein, parce que je suis un viewer ici. J'ai pas fait partie de la préparation de ce live, donc c'était hyper intéressant du coup de pouvoir remettre du contexte. Donc, on comprend bien, si je résume, que du coup, les manuels donc sont forcément liés à un programme qui est lui-même lié du coup à une politique. Au sens large, donc une politique de l'État, et du coup qui probablement à un moment donné va dans un intérêt. Alors avant oui, aujourd'hui beaucoup moins parce que aujourd'hui qui va faire les programmes scolaires, c'est le ministère de l'Éducation et le but du ministère de l'Éducation, non, c'est pas de faire un roman national, mais de faire en sorte que les élèves oui, mais c'est une bonne question, de faire en sorte que les élèves sachent faire de l'histoire. De l'histoire. Et quand, en tant que prof d'histoire-géographie, je ne fais pas que enseigner des connaissances historiques à travers mes différentes activités en histoire ou en géographie. Je fais travailler plein de compétences à mes élèves. Analyser un document, savoir structurer sa pensée dans un écrit. Donc le ministère, il me demande aussi de faire ça avec mes élèves. C'est plus la perspective du ministère. C'est la perspective du ministère aujourd'hui. Il n'y a pas de roman national voulu de la part des politiques. C'est vrai que je n'avais pas précisé que ça pouvait laisser dire ça, mais non. Non, après ce que je voulais dire, c'était vraiment à moindre rien à voir avec le roman national, des fois juste plus des orientations. On découvre que par exemple, je pense que peut-être dans les années à venir, bon, je m'avance un petit peu, hein, peut-être que certains aspects sur la colonisation auront un regard différent d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, et certains aspects seront
pas transformé parce que la réalité elle est là, mais peut-être abordé d'un angle différent. C'est plutôt ça que je voulais dire. On pourra en reparler avec le futur. Je voulais juste rebondir sur un autre, une autre question très rapide, hein, et après on peut rebondir dessus. Est-ce qu'aujourd'hui les cours d'histoire géo sont toujours reliés aussi aux cours d'éducation civique ? Oui. Voilà, ok. Donc ça fait partie aussi de ces aspects-là parce que finalement il y a un lien avec ça. Je ne savais pas si c'était toujours le cas et c'est intéressant de le savoir. Tu voulais réagir peut-être par rapport à ce que je disais sur le point de vue colonisation, etc. Oui, parce que la question est très intéressante parce que justement, elle est en lien avec ce rapport avec la discipline historique et les avancées de la discipline historique, de la manière dont on analyse finalement une période de l'histoire ou un thème particulier. Et là, tu as évoqué en effet la colonisation. Alors déjà, dans nos manuels d'aujourd'hui, et depuis quand même un petit moment, on a un regard sur la colonisation qui a changé. Hein. C'est pas, on ne vante pas du tout la colonisation de la France, et ça fait quand même très 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 longtemps. Donc, par exemple, moi je l'avais fait l'année dernière donc avec mes quatrièmes, pour être très concret. Hein. Quand on monte la phase de conquête, avant on aurait présenté ça comme une phase de conquête un peu glorieuse. Là non, dans cette séance sur les conquêtes coloniales, je montre que dès le début, en fait, la colonisation a été contestée, et ça on l'oublie. On parle souvent des décolonisations au XXe siècle, mais l'histoire de la décolonisation, elle remonte au début de la colonisation, en fait. Vous voyez ? Donc ça, c'est des avancées historiques qui ont été reprises, bien sûr, dans les manuels et qu'on enseigne. Et on peut imaginer, donc, parce que le titre de l'émission, c'est donc les manuels de demain, mais c'est vrai que du coup, c'était bien de revenir sur ce qu'est un manuel, sur cette histoire des manuels, pour comprendre et pour éventuellement imaginer ce que ça pourrait être demain. C'est que tout simplement, les avancées historiques qu'on a, de la discipline historique qu'on a aujourd'hui, ou qu'on a eu ces dernières années, elles vont se retrouver dans les manuels. Par exemple, aujourd'hui, la place de l'histoire du genre, elle est là, mais elle pourrait être plus développée. Pour tout vous dire, en quatrième, on a à la fin du programme d'histoire, c'est le dernier chapitre, la condition féminine au 19e siècle. Mais pourquoi on ne pourrait pas en parler avant et plus en profondeur ? Donc on peut peut-être penser que demain, vraiment, l'histoire du genre sera un prisme plus important dans les manuels. Moi j'ai une question qui va un peu mettre le pied à l'étrier sur la suite. Alors je sais pas, Todalf, on est dans le, on peut avancer un petit peu là. Hein, on est d'accord ? Oui. Okay. Alors est-ce que une des problématiques aujourd'hui du spectre ce qui est enseigné, c'est le temps finalement qui est alloué pour les élèves à l'histoire ? Parce que je pense à quelque chose. Moi j'ai eu cette impression, et j'en ai parlé avec Todalf récemment, que finalement notre enseignement il est très centré sur vraiment autour de nous, et il y a des choses sur lesquelles on va pas creuser mais qui peuvent être intéressants. Je pense à l'histoire asiatique, l'empire chinois, l'empire japonais, qui ont des histoires assez passionnantes aussi, et qu'on survole peut-être. J'en ai vraiment aucun souvenir. Comme quoi, vraiment, j'ai aucun souvenir d'avoir vu ça. C'est normal. On enseigne beaucoup l'histoire d'Europe en fait finalement. Donc voilà, et qui ont eu un impact quand même. On peut pas nier qu'il y a un impact sur l'histoire du monde dans ces civilisations-là, la civilisation mongole. Enfin bref, il y a plein de choses hyper intéressantes. Mais est-ce que aujourd'hui la vraie réponse à ma question, c'est juste, on n'a pas le temps de faire tout ça, ou est-ce qu'il y a une autre réponse, c'est ça n'intéresse pas, ou c'est pas, il n'y a pas d'intérêt, ou voilà. Bon, je pense qu'il y a toujours un intérêt. Tu peux pas le lier avec, tu veux pas le lier avec l'histoire de l'Europe ou l'histoire de France. Oui, c'est ça. Alors, en effet, et ça, on pourrait imaginer que demain, il pourrait y avoir une place justement pour l'étude de l'histoire d'autres régions du monde. Ça, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, oui, très clairement, les manuels, donc à l'image du programme, en ce qui concerne l'histoire, sont très centrés sur la France. Mais bon, avant, on était beaucoup sur la France. Là oui, il y a aussi l'Europe qui est importante, et pas que on pourrait penser l'Europe, l'Union européenne, et on pourrait penser que ça concerne l'histoire contemporaine, mais il y a une ouverture sur l'Europe dès le Moyen Âge, dès l'Antiquité. Hein.
On élargit la focale. Et il y a même il y a quand même eu un élargissement de la focale aussi, au sens que, par exemple, en 5e, on étudie le bassin méditerranéen. On va pas étudier que la partie... on va pas on va étudier le monde de l'islam, l'Empire byzantin et donc les royaumes chrétiens de l'Ouest. Donc vous voyez, il n'y a pas que... si on était très européocentré, on aurait une étude que finalement de l'aspect royaume chrétien de l'Ouest. Ce n'est pas le cas. Il y a une partie, il y a un chapitre sur le monde de l'islam. Donc c'est un premier quand même, une première phase, on va dire, d'ouverture sur d'autres territoires. Mais c'est encore limité. Et oui, une très grande partie concerne l'Europe et la France. Et alors, tu me parlais du temps à un moment qui était... Ouais, c'est ça, le nombre d'heures finalement que les étudiants ont. C'était ça que je parlais par temps. Le temps alloué à l'enseignement. Le temps alloué... alors, j'ai fait ma programmation en tant que prof assidu. Et donc, j'ai calculé, si vous voulez, 90 heures dans l'année d'histoire géo et EMC, tout confondu. Et le programme donc m'amène à faire... donc, j'ai prévu 15 heures pour l'EMC. Donc, il me reste plus que 75 heures. Et ces 75 heures, c'est le programme scolaire, donc la loi, qui me le demande, je dois le diviser en 2 parts égales, entre l'histoire et la géographie. Donc 75 divisé par 2, ça nous fait du 37, 38 heures dans l'année consacrées à l'histoire. Ok. Et tu penses pouvoir le faire ou c'est compliqué? Il y a des séances qui peuvent durer, surtout que je commence dans le métier, donc il y a parfois des séances que je vais prévoir sur 3 heures qui vont plutôt durer 4. En plus, on a eu donc, mes 2 premières années d'enseignement, ça a été sous le signe du Covid. Ah bah oui. Donc c'est donc voilà, bon, non, j'ai pas fini mes programmes. Donc ouais. Mais là, cette année, j'ai bon espoir là, c'est bon là. Je suis bien organisé. Un léger aparté par rapport au Covid, juste comme ça pour savoir, est-ce que tu penses que on parlait tout à l'heure de vulgarisation et notamment de médias. Moi j'avais l'impression que sur ces sujets-là, mis à part quelques documentaires éparses à droite à gauche qui traitent de sujets mais souvent assez focus, et j'ai l'impression que le Covid ça a poussé les institutions à créer du contenu. Mais vraiment en lien du coup avec les programmes et du coup à enrichir cette vulgarisation et donner accès un petit peu aussi à tous les élèves qui voudraient éventuellement... Enfin, ça arrive à n'importe quel élève pendant un cours de louper une information ou de devoir retourner sur du contenu. À une époque, c'était juste pas possible, ou alors fallait lire le manuel. Mais pour avoir remis la main sur un manuel récemment, s'il n'y a pas le professeur à côté, c'est quand même pas forcément facile. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un enrichissement. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou pas forcément, tu l'as pas forcément ressenti? En termes de contenu, oui, je pense notamment à toutes les vidéos Lumni. C'est ça. Moi, je pense à tous ces contenus-là, ouais. Oui, c'est vrai que ça, c'est toujours du positif. Je sais que j'aime bien utiliser des vidéos avec mes élèves pour faire mes cours, donc ça, c'est pas mal. Mais en tant que professeur, moi, j'avais déjà des ressources qui me permettaient... Alors, dans le cadre de ma classe, après, pas en dehors. Parce que ce dont tu parles, c'est plus chez soi. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à d'autres... c'est ça, je pense que... Et c'est vrai que pour le coup, ça, c'est limité. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, les élèves, ils ont accès à Twitch, à YouTube, etc. Il y a beaucoup d'informations, il y en a plein de très intéressantes, mais il y a aussi des biais. Ça, on le sait aujourd'hui avec la désinformation, etc. Et finalement, l'arrivée de contenus certifiés, comme Lumni par exemple, je trouve ça vachement intéressant. Parce qu'au moins, c'est sourcé, c'est écrit, c'est en lien avec un programme. Donc je trouvais ça plutôt positif. Voilà, c'était mon aparté. Oui, non, je partage ton avis. Il va très bien. Alors juste pour revenir alors du coup sur le sujet du manuel d'histoire de demain, là on a discuté du manuel du passé, manuel du présent, et alors dans la réflexion que j'avais et qu'on a eu finalement aussi Jonathan, pour moi un manuel d'histoire c'est un ensemble d'événements.
c'est-à-dire on a le 14 juillet 89, on a, je sais pas, Marignan 1515, on a plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est un ensemble d'événements et c'est des événements qui sont historiquement importants. Mais du coup, qu'est-ce qui a permis de définir à l'époque et qu'est-ce qui pourrait définir aujourd'hui ce qui est un événement d'une part et en quoi cet événement-là peut être historiquement intéressant dans les manuels d'histoire? Oui. Alors, donc, les événements, c'est une partie de l'histoire, mais c'est pas toute l'histoire. Justement, je reviens au roman national, mais parce que c'est important. C'était surtout une succession d'événements. Mais l'histoire, c'est pas que ça, c'est des événements et c'est important. Parce que il y a tout un courant d'historiens qui ont nié un peu l'événement après au XXe siècle. Et on est revenu dessus parce que ça a quand même son importance. Oui. Mais l'histoire, c'est aussi finalement des processus de long terme. Ah bah oui. Des processus culturels, des changements. Les changements ne sont pas toujours brutaux. Ils se font parfois sur des décennies et des siècles. Donc juste voilà, je voulais dire, c'est pour moi quand même les deux aspects quand même de l'histoire, des processus, mais il y a aussi des événements. Et en effet, donc qu'est-ce qu'un événement pour l'historien? Alors, déjà c'est un fait. C'est un fait qui se situe dans le temps et dans un espace particulier, qui a sa spatialité, sa temporalité. C'est un fait qui est marquant, qui est marquant, qui se distingue de la vie quotidienne. Et qui peut même constituer une rupture pour une société. Un événement aussi, il est événement parce qu'une société a décidé de lui attribuer de l'importance à ce fait. Et enfin, qu'est-ce que c'est un événement? C'est un discours, c'est une narration finalement. Parce que comment l'événement il reste ensuite dans l'histoire? Il reste par un discours qui est créé. Il ne faut pas le perdre de vue, ça aussi, c'est très important. Mais c'est lié aux aspects précédents, parce que ce discours, il est lié au fait que ça a été retenu comme important. Oui, mais c'est marrant parce que dans ce que tu me décris, je vois le Covid-19. Le Covid-19, dans tout ce que tu m'as raconté, ça respectait quasiment tous les critères, alors qu'il est pas encore dans les manuels de l'histoire, et ça se trouve, il ne sera pas dans les manuels de l'histoire. On peut pas prédire le futur. Mais pour moi, en tout cas, le Covid, on a une date de début, enfin, on a une date Wuhan, novembre 2019, quoi. Et historiquement, on sait qu'aujourd'hui, il est important parce que ça a fait évoluer les sociétés, ça a fait évoluer la manière de travailler, ça a fait évoluer l'économie, ça a fait évoluer plein de choses. Et ça a cassé l'économie, ça a cassé le système mondial. Toute la mondialisation a été pétée à cause de soi. Donc du coup, mais là, tu viens de dire quelque chose de très intéressant justement, et qui montre comment mais parce qu'on a, ça pourrait être intégré dans nos manuels de demain. Et parce que voilà, parce qu'on sait quelles sont les conséquences de cet événement-là. Mais ça se trouve, il y aura d'autres conséquences. Ça se trouve, il va y avoir, je sais pas moi, une mutation du Covid qui va faire que les gens vont se transformer en zombies. Je sais pas, mais un truc comme ça, tu vois. Mais du coup, le manuel d'histoire ne va pas traiter forcément que de l'année 2020-2021, en partant du principe qu'en 2022, la Terre sera remplie de zombies. Tu vois le truc aussi, mais aujourd'hui, j'ai l'impression, même si on n'a pas de contexte ni de conséquences sur certaines choses, on peut se dire, ou même si ça se trouve, on n'a juste pas assez de recul, on peut juste se dire qu'un événement, c'est sûr et certain, va se retrouver dans les manuels de l'histoire. Mais en fait, déjà, est-ce qu'on arrive à se dire que quelque chose, qu'un événement, sans qu'on puisse dire qu'il peut se retrouver dans un manuel d'histoire si on n'a pas de contexte ou si on ne connaît pas ses répercussions? Est-ce que ça, c'est possible? Alors, donc il y a eu plusieurs questions. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Et moi, je dérive à chaque fois. Alors, je t'arrêterai. non, alors,
C'était très intéressant. Et il y a notamment quelque chose qui était très intéressant, c'est qu'à un moment tu as dit oui, ça a mis un coup d'arrêt à la mondialisation. Bah Oui. voilà comment ça pourrait être intégré dans des manuels d'histoire. Parce que je vous ai expliqué juste avant que la dernière génération des manuels, finalement, dans cette dernière génération des manuels, il y avait des thématiques pour bien comprendre le monde passé et l'histoire passée. Et il y a des thématiques donc comme la puissance, et je vous ai dit la mondialisation. Eh ben, le Covid, on pourrait imaginer que qu'il soit intégré justement sur une partie sur la mondialisation, sur ce monde mondialisé, mais comme une limite, une coupure qui s'est passée dans ce monde mondialisé à un moment. Aujourd'hui, ben, oui, parce que en tant qu'historien, je suis pas Madame Irma, j'analyse le passé, je peux pas prédire le futur. Donc après, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va vraiment couper la mondialisation? Est-ce que c'est une rupture de long terme ou juste de court terme? Ça, on le sait pas. Mais ça a eu un impact à un moment, ne serait-ce que conjoncturel, sur la mondialisation. Donc ça pourrait être un biais dans de futurs manuels pour aborder cette question du Covid-19. Mais il y a des événements, par exemple. Pardon, parce que c'est vrai que j'avais posé plein de questions. Pardon. Et donc tu m'as demandé si un événement pouvait être étudié donc hors de son contexte et de ses répercussions, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Sans qu'on connaisse encore les répercussions. Ouais. Sans qu'on connaisse encore les répercussions. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu enseigner, est-ce que ça aurait été intéressant d'avoir dans le manuel d'histoire, mais peut-être pas maintenant parce qu'on connaît un peu les répercussions, mais en, je sais pas moi, en rentrée 2020, d'avoir un chapitre sur le Covid-19 par exemple. Non, c'est beaucoup trop tôt. Alors disons même parce que même aujourd'hui à cette rentrée-là, parce que là tu parles du contexte et il faudrait déjà aujourd'hui on a des problèmes sur on a certains éléments sur le contexte mais pas tout. Mais on peut déjà avancer comme contexte, on peut resituer ça dans le contexte d'un monde justement mondialisé. Oui. Bah oui, forcément. Et oui, c'est important parce que dans chaque société, il s'est passé la même chose. Dans chaque société, c'était confinement, c'était télétravail, c'était tout ça aussi. Et le fait que quelque chose fait évoluer la société, bon, du coup par dépit et pas par autre chose, mais juste par dépit, c'est quelque chose de ouf quand même. C'est quelque chose de ouf qui est 5 milliards de gens dans le monde qui a changé leur vie, qui ont changé leur vie du jour au lendemain, quoi. Oui, mais c'est de fait ce qu'on appelle un événement, le Covid. C'est un événement, et on peut juger qu'un événement est un événement sur le moment, justement, parce qu'on est en train de le vivre. C'est pas, on le juge pas forcément plus tard que c'est un événement. Aujourd'hui, on comprend justement que c'est un événement, en effet, et qu'il a de fortes chances d'être dans des manuels d'histoire d'une manière ou d'une autre, mais il me semble que le prisme de la mondialisation serait en effet pertinent. C'est ça. Serait en effet pertinent. Et parce qu'on connaît tout de même un peu, on connaît le contexte du Covid, et on n'a pas encore totalement les répercussions du Covid, mais on a de quoi faire un beau chapitre quand même, je trouve, en manuel d'histoire. Chapitre, je dirais peut-être pas en tant que prof, non. Ou en tout cas, un paragraphe peu beaucoup quand même. sur les dérives de la mondialisation, par exemple, ou ce genre de choses. Mais attends, du coup, je vais quand même poser une question. Alors, ça a rien à voir avec le Covid, etc. Mais juste pour qu'on comprenne bien, justement, ce qui pourrait rentrer dans les manuels, est-ce que tu saurais nous dire, là, dans les dernières éditions, quels sont les événements les plus récents, événements ou pas d'ailleurs, est-ce que par exemple des choses comme je sais pas, le printemps arabe, est-ce qu'on parle de tout ça, ou est-ce que pour l'instant non, il faut plus de recul encore sur les conséquences? Alors je vais prendre un manuel, j'ai pas de troisième, j'ai des quatrièmes et des cinquièmes. D'accord. Alors, c'est la dernière édition d'un manuel. Réponse en live. En live, en live, hein, c'est on va faire une prédiction, je pense, sur Twitter. Ouais, on peut faire une prédiction. Moi, je dis le monde. Dis la crise 2007.
La crise de 2007. Non, vous voyez. Non, on reste quand même sur. Ah si, là je vois une étude sur le Mali, une guerre contre le terrorisme, Ok, en quand même. étude de cas. Je vois étude la COP21, la coopération internationale Ah face aux ouais, enjeux Alors que globaux. pour... Ouais, ok. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez récent quand même. Hein. Ah oui, c'est pas mal ça. Mais alors que, mais après c'est. Putain, la COP21, c'est quand même étonnant, ouais. Parce que pour le coup, ça Ouais, répond mais pas, parce ça ça répond pas forcément à tous les critères. Ouais. Et en plus, oui, il n'y a eu aucune répercussion. Bah, Ça n'a pas marché la COP 21. Oui, on peut mais pas le savoir pour l'instant, ouais. Oui, non, mais le but, c'est pas de dire ça a marché ou ça a pas marché. L'historien n'est pas juge encore. Voilà, l'historien Oui. est vraiment, il analyse. Oui, il analyse, mais du coup, comment, il y a eu très peu de répercussions de la COP 21. Mais comment il peut l'analyser? Il peut l'analyser quand même comme... et le Covid, ça pourrait être pris dans étudié dans cette thématique aussi, la thématique environnementale qui est de plus en plus importante quand même. Nos sociétés quand même, et notamment cette dernière décennie, c'est quand même le développement de la préoccupation environnementale dans les sociétés qui se traduit de différentes manières par des risques très clairement pour la population. Le Covid, peut-être que... Alors ça, on le saura, on le saura. Il y avait une explication qui voulait que finalement ce Covid, quand c'était l'explication des pangolins, mais c'est des espèces qui vivent dans des zones naturelles qui sont anthropisées, qui sont détruites. Et donc, leur territoire de vie se restreint et les maladies circulent de plus en plus et c'est comme ça qu'ensuite ça se transmet très vite à l'homme. Donc là, on est sur de la thématique environnementale. Et donc, on cherche des solutions. Et comment on cherche des solutions? Ça peut être à un sommet, au plus haut sommet avec les dirigeants internationaux et la COP21. D'accord, ouais. Il n'y a pas que ça en termes écologiques, en tout cas sur le. Est-ce que vous parlez comment dire de la pollution de la terre ou ce qui a fait qu'aujourd'hui la pollution. Est-ce que par exemple on en parlait déjà, je crois, dans l'ère industrielle, est-ce que on parlait justement du charbon, de la pollution et des répercussions que ça peut avoir dans le monde d'aujourd'hui? Il me semble qu'on en parlait déjà quand j'étais à l'école. Ah ouais. Et parce que t'as lu Germinal ou non, je sais pas. Non, mais après, peut-être pas avec les axes dramatiques qu'ont les médias, mais en tout cas avec un regard un petit peu sur les évolutions. Sur l'écologie, moi je m'en souviens plus du tout. Peut-être plus l'évolution énergétique que l'écologie. Le développement durable, oui, il est entré dans les programmes scolaires et dans les manuels ces dernières années. L'année dernière, il y a eu des ajouts qui ont été faits sur le programme d'histoire et notamment de géographie, et notamment le programme de 5e a été très impacté par ce changement, et c'était lié au développement durable. Ils ont vraiment mis la focale vraiment davantage sur le développement durable, et notamment les objectifs du développement durable qui ont été fixés par l'ONU et à atteindre d'ici 2030. Ils n'ont pas encore rajouté sur les cartes le 6e continent entre l'Afrique et les États-Unis, le continent plastique. Il est mouvant, donc c'est un peu compliqué. Ah oui, non, c'est vrai. Oh, bah, c'est tectonique. Hein, non, en fait, non, je dis mouvant, mais je crois qu'avec les courants marins, il se situe à peu près au même endroit. Le Gulf Stream, je crois qu'il est bien, il est bien finalement, centré. il s'est bien centré finalement. Mais par exemple, mais là, on vire sur la géographie, mais c'est vrai que dans les manuels de géographie de demain, on pourrait imaginer qu'il y ait plus de développement durable encore. Voilà. Non, mais même dans les histoires dans les manuels d'histoire aussi, parce qu'il faut bien connaître les origines des conséquences. Oui, ça se dit, les origines des conséquences, oui. Pour éviter tout ça, pour sensibiliser aussi un petit peu, quoi. Oui. Mais du coup, je sais pas si tu as répondu à la question de Clément, mais pourquoi on n'a pas le printemps arabe dans les manuels d'histoire? Parce que ça a eu un gros impact. C'est qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de répercussions. Ou ça se trouve il existe, hein, mais il doit y avoir peut-être un chapitre sur les les dictatures du Moyen-Orient, Proche-Orient. Question pratique, juste Jonathan.
tous les collégiens de 5e de France ont le même manuel ou il y a plusieurs éditions? Non, il y a plusieurs éditions. Ok, d'accord. Mais le printemps arabe pourrait être en jeu, parce que en fait, dans le thème 2, vous voyez, c'est le monde depuis 1945. C'est le thème 2 du programme. Et le chapitre 8, c'est enjeux et conflits dans le monde après 1989. Une étude de cas sur le printemps arabe peut tout à fait avoir sa place. Parce qu'après, le professeur a aussi une liberté pédagogique. Hein, donc, si ça rentre dans le thème, il va choisir sa thématique. Voilà, il peut choisir sa thématique. Hein. C'est pas notre et heureusement, c'est pas notre seule source de documents pour faire nos cours. Donc, on est tout à fait libre de choisir après, si ça entre dans le thème. Et après, le printemps arabe, je peux tout à fait, parce qu'on parlait de l'EMC, je peux tout à fait l'étudier en EMC. Là, par exemple, cette année, j'envisage d'étudier donc le thème de la liberté avec les élèves. En plus, donc, on va voir un chapitre sur la Révolution, sur les idées des Lumières et donc la liberté. En EMC, l'éducation morale et civique, on peut parler de cette liberté aujourd'hui, et je peux tout à fait faire un sujet sur le printemps arabe. Ah bah carrément, ouais. Fais attention, hein, tu risques de leur faire découvrir qu'on n'est pas dans une dictature. Ça serait quand même dommage. Contrairement à ce que certains prétendent. Troll mode off. et alors du coup, je partage ton avis là-dessus. Ça m'horripile d'entendre qu'on est dans une dictature quand même. De toute façon, forcément, je pense pour quelqu'un qui travaille, qui a fait des études d'histoire, etc. Je pense que ce raccourci est assez affligeant. Mais bon, après, c'est un autre débat. C'est ça, sur une vision particulière de la liberté qu'ont ces gens, d'ailleurs. Ouais, mais bon, voilà, on va pas. Et du coup, alors là tu parlais de faire le parallèle autour du thème de la liberté, mais du coup, tu prends révolution et révolution. Tu as pris l'exemple de la Révolution française et pouvoir le comparer au printemps arabe, qui est aussi une révolution, enfin, un ensemble de révolutions. Oui. Du coup... J'étais sûr que j'allais t'amener sur cette question. On l'a préparé. Moi, j'ai rien préparé du tout, mais... du coup, tu as utilisé ça, mais on peut faire le même rapprochement avec le Covid et la grippe espagnole, tout ça. Est-ce qu'on peut faire des rapprochements entre deux événements passés et un événement peut-être un peu plus présent? Est-ce qu'il y a des comparaisons et des parallèles qui peuvent se faire entre les événements passés, voilà, et ce qu'on peut vivre aujourd'hui, ou ce qu'on va vivre aujourd'hui, ou ce qui s'est passé il y a 5-10 ans, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire des choix ou avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe avec ce qu'on a déjà vécu? Alors, juste avant de répondre, pour bien répondre, j'aimerais revenir sur une autre question qui est en lien, que tu as posée, que j'ai peut-être pas assez développée, sur ce qui concerne le contexte d'un événement. Oui. Et c'est pour ça que ça va me permettre de répondre ensuite à cette question. Un événement ne surgit jamais de nulle part. Quand j'ai présenté ce qu'était un élément, j'ai dit qu'un événement, il a sa spatialité, il a sa temporalité. C'est-à-dire qu'il s'inscrit à un temps, dans une période, dans un espace, dans une culture donnée. Donc il y a un contexte qui est très particulier à un événement. Alors maintenant c'est pour ça que c'est important de connaître le contexte d'un événement, et l'historien va travailler là-dessus, va travailler sur le contexte d'un événement qui est très complexe. Pour la Révolution française ne surgit pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte qui est très compliqué, avec des éléments de court terme, des éléments de long terme, les idées des Lumières qui ont parcouru tout le XVIIIe siècle, mais dans les contextes de court terme, il va y avoir des famines, des mauvaises récoltes qui vont accroître la colère parmi les Français. Bon. Donc l'historien, oui, et il étudie ces contextes d'événements. Donc chaque événement a son contexte. Et donc faire le lien entre des événements passés et des événements présents. Justement, quand même, attention. Il ne faut pas vouloir replaquer, je pense,
un schéma, ça peut être intéressant, mais je prends d'abord une précaution parce que J'ai fait la moue, mais parce que oui, je t'ai pu faire la moue, donc donc c'est pour ça que je prends une précaution d'abord quand même, parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes, je vais l'expliquer, mais il faut le danger et vraiment ce qu'il ne faut pas faire, par contre, c'est plaquer un schéma d'explication d'un événement sur un autre, parce que justement, la Révolution, elle se passe en France avec la période des Lumières, les idéaux des Lumières au XVIIIe siècle. C'est quand même un contexte totalement différent du printemps arabe. Donc on ne peut pas recalquer le schéma. Donc, oui, non mais oui. Donc voilà, c'est juste quand même. Non, mais après, il y a des parallèles qui peuvent se faire tout de même. C'est-à-dire que, mais pas tellement. C'est plus sur le schéma ou comment les choses se passent. Après, le printemps arabe. Bon, je connais peut-être pas suffisamment bien le sujet, mais prenons la grippe espagnole et le Covid. Non. Moi, je me souviens très bien qu'au début du Covid, il y avait plein de photos. Les mecs mettaient pas les masques. Alors regardez qu'au début du XXe siècle, tout le monde mettait les masques et ils étaient bien sérieux. Il y avait en termes sociétal, c'était et en termes d'hygiène et de vie en société, c'était on a vécu quasiment la même chose en fait. Alors, même s'il y a 100 ans de différence. Alors, quand je dis qu'il faut pas replaquer le schéma, ça veut pas dire que il n'y a pas des éléments explicatifs qui sont similaires. Tu me rassures. D'accord. C'est juste qu'il faut pas tout replaquer. Oui. Parce qu'il y a des contextes qui sont comme différents. Mais on a en effet, il y a des éléments qui peuvent être, par exemple, oui, la peste, qu'est-ce que ça a été comment ça s'explique? C'est qu'il y avait déjà, alors c'était pas une mondialisation à l'époque, mais il y avait une régionalisation à l'échelle de la Méditerranée, parce que d'où vient la peste noire? Enfin, mais c'est même, oui, c'est plus qu'une régionalisation, parce qu'elle viendrait d'Asie centrale, la peste noire. Elle serait venue en mer Noire, et en mer Noire, qu'y avait-il? Les Génois, qui avaient des comptoirs commerciaux, et de ces comptoirs commerciaux sur la mer Noire, ils ramenaient leurs marchandises en Europe. C'est le circuit qui a eu la peste. Donc en effet, c'est une épidémie dont l'origine, si on revoit le contexte, est liée à des échanges à une certaine échelle internationale. Le Covid, il y a eu des échanges à une échelle internationale. Donc oui, en effet, il peut y avoir ce parallèle là qui peut être fait en termes de contexte. Là aussi où le recours aux événements passés est intéressant, c'est que comment dire, c'est que dans des événements d'aujourd'hui, on fait référence aux événements passés. Le printemps, et c'est pour ça que ça peut être intéressant, le lien peut se faire, mais comme une référence. Pas comme, comme une référence. C'est la même chose. Mais par exemple, oui, en effet, les idéaux de la Révolution française étaient présents dans l'esprit de manifestants lors du printemps arabe. La constitution de la Tunisie, elle reprend un modèle qui est celui hérité de l'histoire européenne, qui elle hérité des principes de la Révolution. Donc, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser finalement les événements passés pour éclairer un petit peu finalement des événements présents. Je ne sais pas si j'ai été un peu... Si. Mais parce que la question sous-jacente à ça, mais alors ça va peut-être être un peu de la métaphysique ou je sais pas quoi, mais moi je m'étais intéressé au sujet de la cliodynamique. Et la cliodynamique, c'est la recherche de la mathématisation de l'histoire. C'est-à-dire que si un événement se passe tous les 100 ans, on peut prédire l'avenir en disant que dans 100 ans, il va se passer la même chose. Alors, il y avait l'exemple alors peut-être pas de la grippe espagnole, mais il y avait l'exemple surtout des manifestations, par exemple, manifestations aux États-Unis. Alors, j'ai plus les dates en tête, mais aux États-Unis, par exemple, la cliodynamique a défini que à peu près tous les 40 ans, il va se passer des manifestations plutôt violentes. Il y a eu des manifestations il y a 5 ans, 6 ans aux États-Unis qui étaient super fortes. Là, je sais plus comment s'appelait cet événement-là. Et ils ont repéré que depuis 200 ans, tous les 40 ans, il se passe quelque chose aux États-Unis qui a à peu près le même niveau.
Alors là, de ce que tu me racontais, de toute façon, la cryptodynamique, ça reste une science un peu obscure, hein, et que sur le principe, on ne peut pas prédire à l'avenir avec la cryptodynamique. Oui. Alors, je connaissais pas du tout la théorie. Ah oui, d'accord, ok. On ne m'a jamais enseigné ça dans mes études d'histoire. Enfin, Ah non, je l'ai parce que jamais ça vu, peut c'est être marrant, vraiment, t'introduises la cryptodynamique en disant je vais vous Donc, prédire je verrai. Ok. Non, mais écoute, je pensais que. Mais ça m'a vachement intéressé parce que c'était marrant de ramener les mathématiques dans l'histoire. Enfin, bref. Enfin, et la mathématique. Mais je chercherai, je ferai des et- recherches de et mon les côté. stats. Je ferai des recherches de mon côté. Mais en tout cas, oui, c'est marrant. Et puis aujourd'hui, il y a, là, tu reprenais l'exemple du printemps arabe et de son rapport à la liberté. Et au fait, aujourd'hui, si pour reprendre l'exemple de la liberté, aujourd'hui, je me souviens au printemps arabe, tout se passait sur les réseaux sociaux. Et le réseau social aujourd'hui, c'est une masse d'informations qui est vachement exploitable aussi pour les historiens. Je pense, je sais pas si aujourd'hui le Facebook, Twitter ou des trucs comme ça, est-ce que ça va être un marqueur de l'histoire du futur? Est-ce que dans le futur, il y a certains éléments, certaines infos, certains tweets, ça se trouve, certains posts Facebook peuvent se retrouver dans les manuels d'histoire? Là, c'est une question un peu pour le LOL, hein, mais peuvent se retrouver dans les manuels d'histoire parce qu'ils ont été un marqueur important. Je sais pas qu'est-ce que je peux avoir comme tweet ultra important. Je sais pas, un tweet de Trump qui a fait 1 million de likes, qui était vachement important. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec toute cette information qui existe dans le monde, d'une part, un événement peut s'enclencher plus vite. Par exemple, les MeToo, par exemple, Balance ton porc, par exemple, tout ça, qui sont des événements vachement importants qui ça se trouve, en termes de libération de la femme et en termes de liberté d'expression et de libération de la parole, quoi, en gros, ça va être peut-être un événement important et ces deux événements vont être des événements déclencheurs pour peut-être quelque chose dans le futur. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux et tout Internet, en fait, tout ce qu'ils trouvent sur Internet, peuvent se retrouver ou peuvent être des éléments ou des événements ou quelque chose qui peuvent se retrouver dans les manuels d'histoire du futur? Alors, donc, comme je vous l'ai dit... Et plutôt comme des sources, alors peut-être pas comme des événements, mais comme des sources. Ouais, oui. Alors... Le but de l'histoire, c'est vraiment de faire en sorte de comprendre les sociétés passées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique notre société? C'est Twitter, c'est Facebook. Je veux dire, si on veut comprendre la société d'aujourd'hui, on ne peut pas la comprendre sans ça. Donc forcément, plus tard, quand des gens voudront comprendre notre société d'aujourd'hui, bien sûr, ils seront obligés d'utiliser ces sources-là. Oui, mais il continue à y avoir des gens qui quand même écrivent des essais historiques, écrivent des choses dans l'histoire. Il y a toujours ça et resteront toujours. Enfin, la question peut se poser, mais resteront toujours des sources plus fiables que ce qu'on peut trouver sur Internet. Je pense. J'ai pas compris la question. Ouais, mais la question c'est tu dis que sur Internet ça peut être des sources qui peuvent être importantes dans le développement de l'histoire, mais et que ça existe et que ça aura une très forte importance, on va dire, mais que aujourd'hui et sûrement encore dans le futur, il y aura toujours des historiens qui écrivront des livres et qui auront toujours qui auront peut-être toujours cette même image de qualité d'information et seront toujours considérés comme une meilleure source que Internet. Moi, j'ai pas du tout compris que tu as donné de l'importance à Internet tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt compris que tu disais que les outils allaient aider à... Enfin, la présence des outils et leur usage allait aider à comprendre dans le futur notre société. C'est ça qu'il fallait comprendre, non? Oui. Parce qu'en fait, il faut bien distinguer ce qui relève de l'écrit historique de ce qui relève de la source. Donc oui, il y a des tweets, donc c'est pas des écrits historiques, mais ça peut devenir une source intéressante pour l'historien.
Ah oui, c'est ça, ok, oui. Dès lors qu'ils ont eu un impact, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas. Parce que comme C'est pas aujourd'hui, l'écrit. Ouais, c'est ça. oui, ça peut être une source, tout à fait. Ça peut être une source, mais ça sera jamais, ça sera jamais un bouquin. Enfin, il y aura jamais un bouquin qui. De tweets, non. Après, Non, des tweets peuvent rentrer dans l'histoire. La source, Il y a un marché à se faire, je pense. Le but de l'historien, c'est d'analyser la source. La source en elle-même, le tweet ne peut pas être en soi un roman, un récit historique. Oui, mais le but de l'historien, c'est aussi de chercher l'information. Mais aujourd'hui, comme l'information est partout, est-ce qu'un historien a toujours une raison d'exister? L'information, en tant que source, est partout. Mais après, cette source, il faut l'analyser. Et sur ça, il faut une formation pour savoir correctement analyser les sources qu'on trouve. Ouais. Tout le monde n'est pas... Oui, d'accord, ok. Apte à analyser. Oui, c'est bon. Oui, je me permets juste... Analyser qu'un événement... Je vais mettre mon ordinateur à charger, parce que je vois que j'ai plus de... Ah oui, oui. Après, il est 20h20, 22h20. Oui, on va encore une petite dizaine de minutes. C'est ça, Todalf ou... Oui. Mais moi, j'ai un peu raison quand même. Soutiens-moi. Il y a Patoun qui... Mais moi, je pense... Alors, Jonathan ne nous entend plus, hein, mais je pense que, par contre, un tweet peut rentrer dans l'histoire. Je sais pas si c'est déjà le cas. Là, peut rentrer dans l'histoire. Un tweet peut être un événement déclencheur. Désolé. Oui, mais tout comme, par exemple, le discours de Martin Luther King, il peut y avoir... Alors, un tweet, tu vois, c'est un événement. En fonction de l'impact qu'il aurait eu. Aujourd'hui, j'en vois pas. Hein, je vois pas de tweet qui aurait eu un impact si important que ça, qu'on en parlera encore dans plusieurs années. Mais ça pourrait arriver. C'est bien qu'on ait oublié les tweets de Donald Trump. ouais, mais au final, ça y est. On a eu eu l'impression à un instant T qu'ils avaient une importance, mais là, comme ça, j'en ai aucun qui me. Il y a tellement. Oui, il y en a eu, mais est-ce qu'il y en a. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un aspect de notre période qui est quand même assez spécifique à la période qu'on vit, c'est que il y a de plus en plus d'événements. Il y en a tout le temps des événements. Oui, c'est ça. Oui. Qu'on considère comme événements. Puis on a l'impression que toutes les semaines, il y a un événement qui se passe. On les met tellement en lumière. Donc après, au bout d'un moment, il y a une hiérarchie des événements qui vont se faire. C'est pour ça qu'on s'est posé la question de... On a bien compris ce qu'est un événement, mais c'est pour ça qu'on s'est aussi posé la question de en quoi cet événement est historiquement important. Parce que c'est vrai qu'avec l'ère des médias, les informations continues, on a l'impression que la moindre bagarre de gang... ou un pays, enfin je sais après pas, le traitement de l'information, la Corée du Nord qui envoie un missile dans les eaux de la Corée du Sud, ça va être un élément déclencheur. Enfin, rien que ça, bon, on sait que ça existe et que ça n'a jamais rien engendré encore aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il y a tellement l'information circule tellement vite. C'est ça. Et on a besoin de dramatiser tout que tout peut devenir un événement et tout peut devenir un événement déclencheur. Donc c'est un peu chaud. Oui. On est voilà. C'est pessimiste. Hein. Oui. En fait, il y a deux choses qui vont faire qu'un événement est important en fait. Pour revenir justement sur cette question de l'importance de l'événement, il y a un aspect qui est factuel, historique. C'est-à-dire que un événement va être important sur le plan factuel parce que il va constituer une rupture pour une société à un moment donné dans la vie d'une société. Ça, c'est le premier aspect, c'est l'importance factuelle. Mais il y a aussi l'importance, et ça c'est important, symbolique de l'événement. Oui. L'importance symbolique, c'est-à-dire qu'un événement, il va être aussi important parce qu'il va être chargé d'une symbolique ou de valeurs très fortes. Pourquoi la Révolution, elle est restée ? Il y a eu des répercussions factuelles dans la vie des Français avec la Révolution. Mais elle est aussi restée importante parce que la Révolution, quand on pense Révolution, avant tout, on pense à quoi ? La prise de Bastille. On pense pas à la création des départements. On pense avant tout aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais d'ailleurs, c'est peut-être encore plus ça qui fait finalement l'importance de cet événement a posteriori. Mais tu vois, par exemple, sur la Révolution française, on a tous cette image que c'est la prise de la Bastille qui a été l'événement déclencheur de la Révolution.
Mais alors que il y a eu d'autres événements, enfin le serment du jeu de paume, tout ça, tous ces trucs-là. En quoi, tu sais tu sais pourquoi c'est la prise de la Bastille qui a été promulguée comme à part il y avait un an après, je crois, la fête des Confédérés, un truc comme ça, je crois, qui joue un peu sur cette date-là, mais est-ce que la prise de la Bastille justifie qu'il soit l'événement déclencheur alors, justement, est-ce que c'est vraiment l'élément déclencheur? Non, parce qu'il y a eu des états généraux, ça n'a pas fonctionné, ils sont jurés de ne pas se séparer avant le serment du jeu de paume avant d'avoir fait une constitution. Mais pourquoi justement? Et c'est hyper intéressant parce que du coup c'est vraiment en lien avec ce que je viens d'expliquer sur l'importance de l'événement. Factuellement, la prise de la Bastille, est-ce que ça avait une grande importance? Non. Non. Par contre, symboliquement, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de l'arbitraire royal. Oui. Parce que qui allait à la Bastille, c'était les gens emprisonnés sur une lettre de cachet, aujourd'hui ce serait une ordonnance, du roi, qui décidait sans en référer à personne. Donc là, vous voyez, c'est l'aspect symbolique qui l'emporte et qui fait que c'est un événement qui est resté dans la mémoire collective. Ouais. L'aspect symbolique est très important dans les événements aussi. D'accord. Mais du coup, il faut que c'était... Oui, mais parce que la prise de la Bastille, ça se trouve, elle a été aussi un peu glorifiée. Tu vois que c'est le symbolisme, il arrive comment? Il arrive par bah oui, non, d'ailleurs, il arrive comment le symbolisme? Il arrive par le roman national, parce que ça a été vachement... Non, il arrive le discours. J'ai dit que l'événement c'est avant tout un discours, mais ce discours il se crée dès le moment de l'événement. Ensuite il est repris et il y a plusieurs discours d'un événement au fil de l'histoire. En fait, un événement a sa propre histoire parce que d'un événement on va faire des discours a posteriori très différents. Mais dès cette époque-là, dès l'époque de la Révolution, les gens qui l'ont vécu savaient que la Bastille, qu'est-ce que c'était? C'était la prison où étaient enfermées les personnes par lettre de cachet du roi. Donc ils savaient très bien le symbole qui émanait de cette Bastille. Alors, ils sont aussi factuellement, ils sont aussi servis en armes. Il y a eu quelques armes, mais c'était pas tant que ça. C'est pas, voilà, cet événement, il est vraiment pas important factuellement, mais vraiment symboliquement. Et les personnes qui ont vécu la Révolution étaient conscientes déjà de ce symbole-là. Mais alors, parce que... Non, je vais pas rentrer dans le débat, tant pis. Parce que j'avais parlé de la révolution dite bourgeoise. Parce que j'ai l'impression aussi que la prise de la Bastille n'était pas forcément guidée que par les gens du peuple, que ça a été vachement influencé par la bourgeoisie. Et est-ce que, parce que finalement le jeu de paume, on va pas me faire croire que c'est les clodos, que c'est les paysans qui ont rédigé la Constitution, que c'était quand même plutôt la bourgeoisie et que pour la prise de la Bastille c'était aussi la même chose. Mais est-ce que les gens qui ont guidé cette révolution-là l'ont prévu comme ça peut-être? Est-ce que, parce que de ce que tu me dis, en fait, il faut plus travailler sur le symbolisme plus que sur l'action pour que quelque chose, qu'un événement soit historiquement plus important qu'un autre, quoi. C'est peut-être pour ça, par exemple, que les Gilets jaunes, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait aucun symbolisme derrière, même si factuellement ils ont fait l'effort de tenir, je sais pas moi, 40 semaines, non, un peu plus que ça. Alors, après, il y a des semaines. Ouais. Alors, bon, déjà, oui, c'est une révolution qui était surtout bourgeoise. Hein. La Constitution n'est pas une constitution de Manon, on va dire. En effet. Après, est-ce qu'ils... Non, ils n'ont pas eu un plan parce que c'est... La révolution à Paris, il y a aussi un aspect du... On fait les choses sur le moment. Oui. Ça. Mais sur le moment, on peut quand même avoir conscience de ce qu'on va faire. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait eu de plan là-dessus. Et ils ont pas prévu. Enfin, ils ont prévu de prendre la Bastille tout de même pour le symbolisme, mais ils ont pas Alors, voulu prévu, prendre... je ne sais pas. Mais en l'apprenant, ils étaient conscients de ça. Ça c'est une chose qui est. Mais jamais sans se dire, ça va marquer l'histoire. Et on fait ça pour dire que ça commence maintenant, que la révolution commence à partir d'aujourd'hui. On peut jamais savoir non, on peut pas, à quel point l'événement qu'on vit aura une force dans le futur. Ça, c'est voilà, justement, on peut pas le prédire, ça. Donc, d'accord. Voilà.
Et je crois qu'il y avait peut-être une question que j'ai pas répondu. Non, mais après, bon, c'était sur les gilets jaunes. Bon, ouais. Ah, bon, Oh. Non, mais de toute façon. après, là, l'histoire est aussi faite de rapports de force, hein, donc parfois les rapports de force Non, mais c'est sont pas sûr. Et favorables, puis, mais- c'est aussi beaucoup de la chance aussi. Hein. Je pense que c'est un concours de circonstances qui fait aussi qu'un événement existe. C'est plein de facteurs et le facteur chance peut avoir Ah bah oui. aussi sa place en histoire. Mais voilà, mais on en revient à l'histoire du contexte des événements. Et voilà, Ah bah oui. voilà. Mais ça. les contextes, c'est plein de choses et voilà, il y a plein de choses qui expliquent un événement. Exactement. Bon bah du coup, on va arriver. Je te propose qu'on s'arrête là puisqu'il est, Ouais. il est 22h30. On a bien discuté. On est bien. Tu vois, Ouais. je C'est passé t'avais vite, hein. dit qu'on allait faire l'heure et demie parce que c'est toujours ultra intéressant. Et je pense qu'on aurait pu tenir encore plus longtemps. Hein. Ah bah oui, Oui. c'est clair. Mais bon, en plus, tu vois que moi, quand je pars dans un sujet, déjà, je fais une phrase de 345 mots et que je n'arrive pas à m'arrêter. Mais en tout cas, voilà, le sujet est intéressant et j'espère que les viewers ont trouvé ce sujet intéressant. Ce live-là va pas être en replay, mais c'est pas bien grave, hein, vous avez pu en profiter en live, c'était très cool. Jonathan, je te dis, Désolé je te dis viewers. au revoir. Et, Au revoir. Et ça se trouve, on va se revoir. Hein. Si tu as bien aimé l'exercice, on peut toujours refaire l'expérience. Bon, bah, Karim on en reparlera. Ouais, je cherche une chaîne à Raid. Ah oui. Parce que tu connais pas le principe là. Du coup, à la fin d'un live, au lieu d'arrêter bêtement le live, D'accord. on peut renvoyer les viewers actuellement sur une autre chaîne. D'accord. Comme ça fait des viewers en plus gratos pour l'autre chaîne. Et puis on fait une bonne action. Voilà. Tout ça gratos. J'ai rien dans mes repos. Fais un tube. Donc tu... Non mais qu'est-ce qu'il y a? Bah écoutez, j'ai pas grand chose. De toute façon, on a perdu beaucoup de personnes là, en annonçant la fin, donc c'est pas grave. Dans le chat, on dit merci Jonathan, c'était très intéressant. Donc voilà, le message est passé. Et puis au plaisir de te recevoir à nouveau sur la chaîne. Bah, merci à vous. Et merci Todalf pour l'animation. On se retrouve très très bientôt. Yes. Au revoir. Salut.